Je vais vous présenter la réalité et l'imaginaire à travers la série télévisée Once Upon a Time. Il était une fois une série télévisée qui a su concilier l'univers magique et féerique des contes traditionnels qui ont bercé notre enfance. En effet, Once Upon a Time baigne dans un cadre qui se veut tout d'abord merveilleux mais également réaliste. Alors que la 7e saison a débuté vendredi dernier, Once Upon a Time fascine les téléspectateurs déjà depuis 6 ans. Cette série américaine a été créée par Edward Kitsis et Adam Horowitz le 23 octobre 2011. Once Upon a Time parcourt tous les univers des contes de fées les plus célèbres. Le téléspectateur est ainsi entraîné dans un monde où tous les personnages des contes de fées qu'il a connus dans son enfance sont réels. Cependant, il s'agit d'un monde dépourvu de magie puisqu'il s'agit en réalité de notre monde. Chaque personnage se retrouve ainsi prisonnier et privé de leur fin heureuse à cause d'une malédiction lancée par la méchante sorcière Regina Mills. Once Upon a Time s'est donc développé, je cite, pour offrir une interprétation personnelle de ces figures littéraires classiques, avec une histoire qui a donc évolué. Chaque nouvelle saison est maintenant un moyen d'explorer sur un nombre d'épisodes bien défini une histoire particulière avec toujours du danger et de la magie. Fin de citation. La majorité des personnages de la série sont donc issus soit des contes de fées traditionnels, de la mythologie, des légendes, tels que les personnages du roi Arthur et de ses chevaliers de la table ronde, par exemple, mais nous pouvons également voir des personnages empruntés aux films d'animation Walt Disney à travers les protagonistes de Mulan, La Reine des Neiges ou encore Rebelle. Cette série télévisée est par conséquent orchestrée par un monde enchanté ancré dans la réalité. En effet, Once Upon a Time rentre dans la même catégorie que les récits merveilleux, puisque nous y retrouvons des puissances extraordinaires telles que les fées, les sorcières, les dieux de la mythologie grecque, les génies, les princes et les princesses, les sirènes, etc. Cependant, à travers ce monde féerique et fantasmagorique, prisonnier dans la réalité de notre monde, nous voyons une réappropriation discursive des contes classiques et donc une transformation parfois fidèle et parfois infidèle, de ces récits merveilleux. Once Upon a Time bouleverse le monde des contes de fées à travers la réécriture des histoires originelles et le changement de la structure narrative et textuelle. En effet, selon Isabelle Perrier dans son article « Grimm et Once Upon a Time entre contes et séries télévisées », Once Upon a Time, je cite, « reste plus fidèle à l'intertexte merveilleux, mais cette fiction l'agence de manière à créer un vaste monde transfictionnel et métadiscursif tourné vers le thème de la famille dans un emprunt au soap-opéra. Ainsi, les réécritures contemporaines et télévisuelles du conte merveilleux visent-elles davantage à faire monde qu'à réellement rendre hommage à leurs lointains ancêtres littéraires ?» Fin de citation. Dans la réflexion proposée, il s'agira de montrer comment la frontière entre la réalité et l'imaginaire se perçoit-elle dans Once Upon a Time. En outre, nous verrons comment cette série télévisée parvient-elle à suivre le schéma narratif traditionnel du conte classique, malgré le bouleversement historique des versions originelles. Pour répondre à ces différentes problématiques, il sera nécessaire d'étudier dans un premier temps de l'histoire traditionnelle à l'histoire télévisée, puis dans un second et dernier temps, Once Upon a Time, une série au message d'espoir. Je vais donc commencer avec ma première partie, de l'histoire traditionnelle à l'histoire télévisée. Le conte est un genre court et éternel. Chaque histoire qu'il met en avant débute par la célèbre formule « Il était une fois ». Cette phrase clé nous fait voyager dans un passé qui, contrairement à celui des romans, est, je cite, « sans date, hors du temps, sans ancrage temporel précis ». C'est un passé extra- ou infra-historique qui nous engage dans un temps archaïque qui précède la coupure de l'homme avec l'origine, avec l'ordre divin et naturel. Fin de citation. Le lecteur sera ainsi entraîné dans un monde où la magie et les fins heureuses existent. Différents types de personnages seront mis en avant dans l'unique but de permettre au lecteur de se reconnaître dans ses protagonistes. Nous retrouvons le faible, qui devient le héros à la fin du récit, le bienfaiteur et le traître.
Ces trois types connaissent une évolution qui passe par la quête du héros, sa récompense finale, un dénouement heureux ou malheureux, et la punition de l'ennemi. Le conte est de ce fait une histoire qui séduit et instruit à la fois. Cette caractéristique ludique, mais surtout l'attrait fascinant et charmeur des contes de fées, Once Upon a Time l'a bien mis en avant à travers ses épisodes. En effet, le premier épisode de la saison 1 nous plonge directement dans le monde enchanté des contes de fées. La série débute avec une voix off, celle d'un narrateur autodiégétique, pour reprendre le terme de Gérard Genette, qui sera totalement absent de la série par la suite et qui ne réapparaîtra plus ni comme personnage, ni même comme narrateur. Cependant, même s'il s'agit d'un petit rôle, celui-ci a une grande importance puisqu'il explique aux téléspectateurs comment cette histoire a débuté. Donc je cite, alors la citation, c'est la traduction française. « Il était une fois une forêt enchantée où vivaient tous les personnages de contes. Nous les connaissons bien, ou du moins nous le croyons. Un jour, ils se trouvèrent piégés dans un monde où les fins heureuses n'existaient plus. Notre monde. » Fin de citation. Nous voyons que le narrateur débute par la formule phare « Il était une fois ». Ceci n'est pas anodin puisque c'est pour accentuer le titre de la série d'une part, mais aussi pour nous ouvrir les portes du royaume enchanté des contes de fées. Le but pour les scénaristes de Once Upon a Time est donc de peindre un tableau féerique à partir des récits de notre enfance et d'en faire une œuvre d'art. Cette série télévisée esquisse un panorama magique et merveilleux. Comme dirait Jean Starobinski, il s'agit, je cite, d'un regard surplombant, fin de citation, qui évoque l'histoire et les espaces à la fois imaginaires et réels, ainsi que la suspension du temps. En ce sens, nous pouvons voir au fil des saisons différents lieux qui évoquent le monde magique et imaginaire, tels que la forêt enchantée, Agrabah, Arendelle, Camelot, le pays des merveilles, le pays imaginaire ou encore le pays d'Oz. En opposition à ces endroits féeriques, nous retrouvons notre monde, celui où la magie n'existe pas, à travers la ville de Boston, New York ou Seattle par exemple. De plus, la réalité du monde sans magie s'accentue à travers la ville fictive Storybrooke. Il s'agit du lieu principal de l'intrigue où se retrouvent tous les personnages de la forêt enchantée et de royaumes extérieurs. Les réalisateurs de Once Upon a Time ont voulu jouer avec le mot en anglais storybook, afin d'accentuer le monde merveilleux et enchanté des contes à travers le néologisme Storybrooke. Cette ville se situe dans le Maine et a été créée lorsque le sort noir a frappé le monde des contes. En outre, nous pouvons remarquer les nombreux sauts en arrière dans la série à travers les analepses qui nous racontent des événements antérieurs dans le temps au moment où l'action se déroule. Le spectateur peut donc remonter dans le temps avant que la malédiction n'ait été lancée et mieux comprendre par conséquent les personnages. Ainsi, je cite, « Once Upon a Time est une série doublement feuilletonnante. Le spectateur est conduit à suivre une méta-intrigue qui se décompose elle-même en deux intrigues feuilletonnantes, l'une se déroulant dans notre monde contemporain, l'autre dans le pays merveilleux. Même si ces frontières tendent à se brouiller au fil de la série alors que le monde contemporain est de plus en plus envahi par les personnages et les objets provenant de contrées merveilleuses de plus en plus nombreuses. » Fin de citation. La fiction nous offre donc un va-et-vient entre le passé et le présent. De plus, nous pouvons remarquer que Once Upon a Time suit parfaitement le schéma narratif du conte merveilleux et pourrait par conséquent être qualifié de série merveilleuse. En effet, on a tout d'abord l'héroïne, ou plus précisément la sauveuse, Emma Swan, qui tout au long des épisodes est en quête de son identité et de ses origines. C'est une orpheline qui a été abandonnée par ses parents, qui sont Blanche-Neige et le prince charmant, à sa naissance. Elle a été envoyée par le biais d'une armoire magique dans notre monde, dans le but de sauver ses parents et tous les autres personnages des contes de fées de la malédiction de la méchante reine.
Emma rend ainsi la situation initiale en arrivant à Storybrooke. Sur place, elle rencontre de nombreuses péripéties, mais elle parvient toujours à s'en sortir et à ramener petit à petit les fins heureuses dans la sienne, notamment comme nous le voyons à la fin de la saison 6, où nous pouvons noter que la situation finale revient à un état stable différent de la situation initiale. Par ailleurs, nous voyons que tout au long des épisodes, Emma est une jeune fille solitaire qui doute d'elle et qui refuse d'admettre ce qu'elle est, à savoir la sauveuse. Elle est aidée par plusieurs adjuvants, tels que ses parents, qui sont connus dans le monde réel en tant que Marie-Margaret Blanchard et David Nolan. Elle est aussi aidée par Pinocchio, qui, comme Emma, a été envoyé dans le monde réel afin de la guider. Mais Pinocchio a échoué. En réalité, c'est son fils Henri, qu'elle avait également abandonné, qui la guidera vers sa destinée. En effet, c'est ce dernier qui l'a retrouvée et l'a ramenée auprès de sa famille. D'ailleurs, c'est lui qui lui dit dès le premier épisode qu'elle est la sauveuse, alors que cette dernière reste dubitative. Je cite: « Au départ, le héros ne sait pas qu'il en est un. S'il le savait, ça ne serait pas un bon héros. » Fin de citation. Henri est celui qui a toujours su que les contes de fées étaient réels. C'est grâce à lui que sa mère biologique, donc Emma, a pu retrouver son identité. De plus, il a également aidé la méchante reine, Regina, qui... En fait, c'est Regina, alors la belle-mère de Blanche-Neige, qui élève le petit-fils de Blanche-Neige. Donc c'est complètement, voilà, un monde sans dessus-dessous. Donc, qu'il a élevé quand il a été abandonné, a passé du statut de méchante à celui d'héroïne. Once Upon a Time nous propose donc bien un scénario à caractère merveilleux où le héros se bat contre différents opposants au fil des épisodes et permet ainsi le retour aux fins heureuses. Cependant, même si le schéma narratif converge avec le schéma traditionnel d'un conte de fées, nous voyons que la série Once Upon a Time diverge totalement de la réalité des contes de fées tels que nous les connaissons. En réalité, c'est une autre version qui nous est proposée que celle édulcorée qu'on nous racontait quand nous étions des enfants. Once Upon a Time met en avant une réappropriation discursive des contes de fées en leur attribuant un discours narrativisé par le biais de la fiction. Tout est présenté comme si, je cite, « les événements semblent se raconter d'eux-mêmes », fin de citation, comme le dirait Émile Benveniste. Bien sûr, les événements ne peuvent pas être narrés tout seuls. L'histoire se raconte à travers les personnages de la série et leurs actions. Cette divergence avec les contes traditionnels vient du fait que toutes les histoires du monde merveilleux se croisent et se mélangent, ne formant ainsi qu'une seule histoire. Il ne faut donc pas s'étonner de voir la fille de Blanche-Neige et du prince charmant, donc Emma, épouser le capitaine Crochet, qui ne meurt pas. La méchante reine, ou encore de voir la méchante reine Regina vivre une histoire d'amour avec Robin des Bois. Marianne est décédée dans Once Upon a Time. Que Regina ait pour sœur et pour demi-sœur la méchante sorcière de l'Ouest, et que cette dernière finisse amie avec Blanche-Neige et toute sa famille. Et ils se retrouvent tous pour Thanksgiving. Par ailleurs, le prénom choisi par les scénaristes de Once Upon a Time n'est pas anodin, puisqu'il vient, donc le prénom Regina, puisqu'il vient du latin regere, qui signifie gouverner, et du latin rex regis regina, qui veut dire roi-reine. Le prénom Regina permet donc d'accentuer la royauté de la méchante reine et son statut de souveraine. Bien sûr, pour les besoins de la série, le prénom de la méchante reine a été modifié. Dans les contes de fées traditionnels, cette dernière se prénomme Reine Grimhilde. Tout comme dans la version originale, Regina donc, est la belle-mère de Blanche-Neige, qu'elle veut tuer non pas à cause de sa beauté cette fois-ci, mais parce qu'à cause d'elle, Regina a perdu son premier amour. Autre différence avec les contes traditionnels à travers le couple Blanche-Neige et son prince. Dans le conte, nous les voyons partir vers le château du prince, mais dans la série télévisée, nous les voyons parents de 2 enfants, Emma et Neil, donc le petit Neil qui naît à la fin de la saison 3. Il s'appelle ainsi pour rendre hommage en fait au père d'Henri qui est décédé. Et c'est aussi donc
les grands-parents d'Henri. Blanche-Neige et son prince deviennent ainsi monsieur et madame tout-le-monde, et pas seulement les souverains de la forêt enchantée. Un autre exemple de divergence avec le personnage de Monsieur Gold, qui représente à lui tout seul 3 personnages des contes de fées. Il est à la fois le crocodile, mais en version humaine, pas un vrai crocodile, de Peter Pan et donc l'ennemi juré du capitaine Crochet, la bête de la Belle et la Bête et donc l'époux de Belle, et surtout, il est avant tout Rumpelstiltskin, connu aussi sous le nom du nain tracassin. Comme dans la version des frères Grimm, les personnages font souvent un pacte avec lui en échange de quelque chose. Once Upon a Time regorge de divergences avec les contes traditionnels tels que, par exemple, le personnage du petit chaperon rouge, qui est à la fois le loup et le chaperon rouge. Ici, le loup ne fait qu'un avec sa victime. Et en fait, on pourrait se demander, c'est peut-être un clin d'œil à la toute première version en fait, du chaperon rouge que Perrault avait écrit. Et dans cette version, Charles Perrault nous disait que le loup en fait mangeait réellement la grand-mère et le petit chaperon rouge. Et il a dû changer par la suite la réécriture, c'était pour ne pas traumatiser les enfants. Donc ici, on pourrait voir un clin d'œil, le fait que le chaperon rouge de Once Upon a Time soit le loup et le chaperon rouge en même temps, ce serait donc un clin d'œil à la première version de Charles Perrault. Il y a aussi Peter Pan, qui nous est présenté comme un être démoniaque et égocentrique, qui n'accorde aucune importance aux autres personnages. Le Peter Pan de Once Upon a Time diffère totalement du personnage jovial et gentil de Walt Disney. En fait, celui de Once Upon a Time se rapprocherait plus de celui de l'œuvre de James Matthew Barrie, qui le décrivait déjà comme quelqu'un qui est incapable d'aimer et ne veut absolument pas vieillir. La série américaine nous plonge par conséquent dans un monde où la réalité et l'imaginaire se côtoient et elle souligne également ce qui fait la spécificité du conte. C'est ce qui m'amène à ma deuxième et dernière partie, Once Upon a Time, une série au message d'espoir. Les contes de fées ont toujours été présents dans notre quotidien. Ils ont la capacité de nous faire rêver et de nous aider à croire en un monde meilleur où règnent les fins heureuses. La série télévisée Once Upon a Time garde bien tout au long des saisons ce message d'optimisme et d'espoir qui devient par conséquent le fil conducteur des épisodes. Ce fil d'Ariane est perçu par le biais d'un objet magique, un livre qui reprend tous les contes de fées. Ce recueil de contes va devenir un leitmotiv, aidant ainsi les protagonistes principaux et spécialement Emma à toujours croire dans les fins heureuses. Ce livre devient donc un objet et une aide magique à la fois, puisque c'est grâce à lui qu'Emma retrouve son identité. Ainsi, pour citer Todorov, qui dit dans les racines historiques du conte merveilleux, je cite, « Le conte atteint son apogée en mettant le moyen magique entre les mains du héros. À partir de là, la fin ne fait plus de doute. » Fin de citation. Le livre de contes permet donc à Emma de prendre conscience de son statut de sauveuse. Ce recueil de contes qui s'intitule Once Upon a Time, comme le titre de la série, accentue les histoires racontées à l'intérieur de la série, illustrant ainsi les analepses, puisque ce livre nous renvoie à chaque fois au passé des personnages prisonniers dans le monde réel. De plus, tout comme le message des contes de fées, ce livre souligne l'espoir et la croyance en un monde meilleur. Il apparaît pour la première fois chez Marie-Margaret Blanchard, donc alias Blanche-Neige, lorsque celle-ci se sentait triste et perdue. Elle l'a donné par la suite à Henri pour lui redonner espoir. De plus, nous pouvons remarquer que ce livre apparaît uniquement quand on requiert son aide, c'est-à-dire quand le personnage se sent perdu et en a le plus besoin. Il apparaît aussi uniquement dans le monde réel et pas dans le monde de l'imaginaire. Nous le remarquons spécialement dans la saison 3 quand les protagonistes principaux, à savoir Regina, Blanche-Neige, son mari, le prince charmant et Emma, essayent de retrouver ce recueil de contes pour permettre à Henri de retrouver foi en la magie. Ce livre adopte ici parfaitement la fonction ludique du conte puisque grâce à lui, Henri peut apprendre quelque chose et se retrouver.
En ce sens, le message de Once Upon a Time rejoint implicitement celui de Bruno Bettelheim, pour qui les contes de fées sont bénéfiques pour l'enfant. En effet, ils lui apprennent à lutter contre les graves difficultés de la vie et que si nous les affrontons fermement, nous pourrons venir à bout de tous les obstacles. En ce sens, pour Bruno Bettelheim, je cite, « Tout conte de fées est un miroir magique qui reflète certains aspects de notre univers intérieur et des démarches qu'exige notre passage de l'immaturité à la maturité. » Fin de citation. Le conte de fées a donc des vertus thérapeutiques en informant l'enfant des épreuves qu'il rencontrera une fois adulte. Le recueil de contes devient par conséquent un guide, et c'est surtout ce rôle qui est exploité dans Once Upon a Time. Il permet ainsi d'enraciner l'imaginaire dans le monde réel, puisqu'il évoque des personnages qui sont prisonniers de notre monde. De plus, le fait que le recueil de contes soit dans le monde réel est considéré comme une chose normale sans pouvoir magique. En effet, tout au long de la première saison, bien avant que la malédiction ne soit levée, les habitants de Storybrooke le voyaient comme un simple recueil de contes et non comme un objet magique racontant leurs véritables histoires. Ainsi, à travers ce recueil de contes, la fiction rejoint la réalité et permet de véhiculer un message d'espoir, celui de croire en un monde meilleur. À travers Once Upon a Time, la réalité et l'imaginaire se rejoignent donc, puisque l'un ne peut pas exister sans l'autre. Tout au long des saisons, les deux mondes sont toujours mis en parallèle. L'imaginaire évoqué dans le recueil de contes peut ainsi permettre de mieux comprendre les agissements des personnages dans notre monde. Once Upon a Time donne naissance à des récits différents de ceux qu'on connaît, certes, mais cela ne l'empêche pas de suivre le schéma narratif traditionnel du conte de fées classique et de devenir ainsi une série merveilleuse où les fins heureuses sont possibles. Merci.